Nous revoici pour une nouvelle session de présentation. Nous avons un nouveau participant. Il s'agit du professeur Gallois, qui a été médecin neurologue, praticien hospitalier et qui a beaucoup travaillé sur la neurophysiologie et surtout les études du stress. Alors pour débuter cette session, puisque nous allons parler de la méditation, quelles sont les formes de méditation que nous pourrions rencontrer? On entend parler de méditation, mais souvent derrière, chacun y met une signification particulière. Scientifiquement, on classe les méditations en trois grandes familles. Il y a ce qu'on appelle les méditations de type concentration, qui sont appelées aussi les méditations de focalisation, hein, focaliser. On va par exemple regarder la flamme d'une bougie ou ça, on va mettre l'attention plus précisément sur le souffle, sur la respiration, sur une partie du corps. Voilà. Donc on va essayer de contrôler les pensées pour essayer d'avoir un peu de silence en contrôlant les pensées. La deuxième forme, on appelle les méditations de type observation ouverte, où on est présent à ce qui se passe. Hein, c'est la pleine conscience où on est présent à ce qui se passe, à nos pensées, à nos émotions, aux sensations dans le corps, etc. Et ça permet de gérer, d'une certaine manière, le stress, mais dans ce type de méditation, l'esprit reste actif. Hein, c'est-à-dire le mental reste actif, il y a toujours une forme de pensée qui est là. Et puis la troisième forme, c'est ce qu'on appelle la transcendance spontanée, la transcendance automatique. Transcendance, ça veut dire quoi? Il y a cette idée d'aller, hein, de franchir, d'aller au-delà de. Mais donc, quelle est la spécificité de la méditation transcendantale par rapport aux autres types de méditation? Ce qui frappe, c'est que tout d'abord, c'est une méthode qui est simple, naturelle, sans effort. Même les enfants peuvent la pratiquer. Il n'y a pas besoin d'avoir une activité intellectuelle ou une concentration. C'est une méthode extrêmement simple qui repose sur une connaissance profonde de la conscience, la nature de la conscience et la manière dont elle peut automatiquement se mettre en marche pour partir des niveaux les plus superficiels de la pensée, celles qui sont dans notre tête à tout moment, et les raffiner étape par étape jusqu'à la source de la pensée. Et d'autre part, elle a une authenticité qui est avérée par les recherches scientifiques, notamment par les études électroencéphalographiques, qui montrent des aspects différents de ceux de la méditation de concentration ou de la méditation de l'attention flottante de pleine conscience. Les ondes cérébrales que l'on enregistre dans ces trois types de méditation sont bien caractéristiques de leur méthode. Par exemple, pour la concentration, on a des rythmes rapides, bêta, gamma, qui sont ceux que l'on voit lorsque l'attention est focalisée, lorsqu'on se focalise sur une tâche. Quant à l'attention flottante, la pleine conscience, à ce moment-là, on a des rythmes plus lents, θ, notamment c'est ceux qu'on peut observer lors du début de la sieste ou lorsqu'on commence à laisser aller les pensées. Quant à la méditation transcendantale, il y a deux aspects. Tout d'abord, les ondes, qui sont des ondes alpha. Les ondes alpha sont ces fameuses ondes associées à la relaxation, à la détente, qui prouvent que c'est une méthode sans effort. Mais l'autre aspect très intéressant pour cette dernière méditation, c'est que ces ondes, qu'on peut voir un peu comme des vagues à la surface de l'océan, qu'on enregistre avec l'électroencéphalogramme, sont en phase. Elles ne sont pas asynchrones, elles fonctionnent ensemble. On dit qu'il y a une cohérence des fonctions cérébrales. La cohérence est un paramètre électroencéphalographique qu'on peut mesurer, qui est utilisé largement en neurophysiologie. Et la cohérence signifie que deux régions qui fonctionnent ensemble échangent de l'information et contribuent à un processus d'intégration, de développement. Des études longitudinales ont été réalisées et on voit, dès la première méditation, s'installer ce phénomène de cohérence. Au début, il ne concerne que quelques régions du cerveau, et plus la pratique augmente, on voit que de plus en plus de régions vont fonctionner ensemble et montrer des ondes alpha cohérentes, notamment dans les régions frontales. Ça, c'est très inhabituel d'ailleurs d'avoir de la fois dans les régions frontales et de le trouver cohérent. Donc la cohérence, c'est vraiment une signature de la méditation transcendantale. Donc, ça montre qu'il y a un intérêt à être régulier dans la pratique de cette méditation, puisque vous dites que plus on pratique cette méditation, plus la cohérence va intéresser de plus grandes aires cérébrales. Tout à fait. La régularité, je dirais, comme pour toute méditation, est fondamentale. Et que même comme toute activité humaine, que vous fassiez du piano, de la musique ou du sport, la régularité est un facteur premier
pour assurer le développement et les progrès. Pouvons-nous revenir à notre sujet qui est l'Ayurveda et l'autoréférence? Pourquoi dit-on à une personne qui vient pour une consultation d'Ayurveda que la méditation est le premier médicament, le premier traitement? Alors, pourquoi dit-on cela? C'est parce que, en fait, quand quelqu'un vient pour une consultation, la première chose qu'on lui dit, vous savez, tout ce qu'on vient de voir, là, on a pris le pouls, on a fait le bilan, on a regardé, on a dit, il y a un outil qui serait très, très intéressant. Pourquoi? Parce que lorsque la personne peut faire l'expérience ou fait l'expérience de transcender, d'aller à la source, elle fait l'expérience d'un niveau de cohérence et d'ordre absolument total. La source de toute notre psychophysiologie est parfaitement ordonnée, parfaitement cohérente. Donc quand on vient à ce niveau-là, ce qui se passe, c'est que ce qui n'est pas cohérent dans la physiologie, quand on a un problème de santé, c'est qu'il y a de l'incohérence quelque part dans un système respiratoire ou système digestif ou autre, eh bien la source va ramener un niveau de cohérence dans ces espaces-là. Il faut savoir que c'est complètement lié. Il y a vraiment différents niveaux qui sont animés de façon complètement ordonnée à partir de la source et qui viennent réordonner, hein, réactualiser le lieu qui est déséquilibré dans la physiologie. Donc on appelle ça le premier remède, le plus fondamental. Pour prendre une image, le jardinier compétent, lorsqu'il voit que la plante commence à dépérir, il ne va pas traiter chaque feuille ou bien les pousses ou les fleurs ou agir à ce niveau-là. Il va aller à la source, il va arroser les racines. Et en arrosant les racines, il va vivifier la sève qui va améliorer la plante. Je pense qu'une grande partie des gens qui vont vers la méditation, en général, c'est pour pouvoir gérer un stress qui est quand même quelque chose qui est très permanent chez eux. Bien sûr, on commence la méditation pour diverses raisons. Et bien souvent, c'est parce qu'il y a cette perception de l'action un peu délétère de la vie trépidante sur notre physiologie qui a de plus en plus de mal à faire face. Les premières études qui ont été réalisées sur la méditation, ça a été de montrer que l'effet induit par la méditation s'opposait à l'état de stress. Et personnellement, c'est une recherche que j'ai faite il y a quelques dizaines d'années pour participer à un prix de recherche sur la prévention des maladies liées au stress. Les sujets qui pratiquaient la méditation transcendantale par rapport à un groupe témoin ou par rapport à des gens pratiquant la relaxation avaient une physiologie qui montrait des éléments opposés à l'état de stress. Ça veut dire quoi? Là, on va rentrer dans la neurophysiologie, excusez-moi. Et il y a d'abord deux types de systèmes nerveux. Le système nerveux de la vie de relation, celui qui fonctionne actuellement lorsqu'on interagit avec le monde. Il a comme marque, le plus souvent, d'être conscient dans cette interaction. Et puis un autre système nerveux qui est plus ancien, plus archaïque, qui est un système nerveux qu'on appelle végétatif, autonome, qui assure le bon fonctionnement de la physiologie au niveau du rythme cardiaque, respiratoire, des sécrétions hormonales, etc. C'est un système nerveux qui a des fonctions vitales. Et il est double, système nerveux sympathique, parasympathique. C'est-à-dire que pour réguler cette bonne adaptation, on va utiliser deux forces opposées. Système nerveux sympathique, c'est plutôt celui de l'excitation avec la fameuse adrénaline. Système nerveux parasympathique, c'est plutôt celui de la détente, de la relaxation. Parasympathique, c'est la détente, sympathique, c'est plutôt l'excitation. Et le stress engendre une excitation du système nerveux sympathique, avec une production d'hormones de stress qui, à la longue, entraîne un fonctionnement délétère de la physiologie. Et ce que j'ai pu observer, c'est donc que le système nerveux sympathique était beaucoup moins actif pendant la pratique et que le niveau d'hormones de stress, notamment le cortisol, était beaucoup plus bas. Un état donc opposé à l'état de stress. Ce qui prouve que ça a un intérêt pour la santé, c'est des études qui ont été faites dans les fins des années 80 par un psychologue, Dr David Orm Johnson, qui a repris les chiffres des compagnies d'assurance pour les dépenses de santé pour deux populations. Une population pratiquant la méditation transcendantale et une autre comparable au plan socioculturel, mais ne pratiquant pas la méditation. Et il y a une diminution des dépenses de santé voisine de 50%. Ah oui, c'est énorme. C'est énorme. Pour moi, là, ça reste un petit peu flou. Parce que pour moi, on est vraiment resté à
sur moins de stress individuel, une meilleure résistance au stress, un meilleur fonctionnement du système nerveux, plus de santé. Je comprends bien qu'il peut y avoir également moins de stress en extérieur. Une personne qui est plus posée, plus calme, plus cohérente avec elle-même aura toujours un effet plus bénéfique. Mais quel est l'intérêt pour la société? Notre manière de voir habituelle est celle de couper, de découper. Et l'individu est séparé de l'environnement. De plus en plus, on se rend compte de l'effet qu'il a sur l'environnement et l'effet que l'environnement a sur lui. Tout à fait. Il faut avoir une vision beaucoup plus large. Cette cohérence de la physiologie, elle va s'étendre un petit peu sur l'environnement. Dans notre culture et dans notre éducation, on est habitué à faire travailler l'esprit, éventuellement les émotions. Avec cette technique très très simple, on fait l'expérience d'aller dans des niveaux de plus en plus fins de la pensée, de plus en plus subtils, le niveau des émotions, des sentiments, de plus en plus raffiné, le niveau de l'intuition. Et puis à un moment donné, il y a un autre niveau qui apparaît, c'est le niveau de silence, la source des émotions, la source des intuitions, la source des pensées. Et ça, c'est un niveau très stable, permanent. Et à chaque fois qu'on médite, on a la possibilité de faire l'expérience de ce niveau. C'est pas quelque chose qui vient comme une émotion, qui va, qui vient. C'est permanent. C'est vraiment, comment on pourrait dire, c'est les fondations de la maison. Et elles sont toujours là. On a beau être à l'étage, on a beau être dans le grenier, les fondations sont permanentes. D'accord. Donc en fait, on va jusqu'à ce que vous appelez les fondations de la maison, mais est-ce que c'est ce qu'on peut appeler la conscience? C'est tout à fait ça. C'est le mot qu'on emploie, le gros mot qu'on emploie, c'est conscience. Préciser quand même que conscience, on l'emploie pour les fondations de la maison, mais on l'emploie tous les jours, les neurophysiologistes, quand ils parlent des états de conscience, la veille, où nous sommes à présent, le sommeil, le rêve, et on passe de l'un à l'autre sur 24 heures, veille, sommeil, rêve, veille, etc. Les états de conscience. Donc on parle de conscience aussi, avec des états très différents. Mais ce qui est intéressant de savoir dans cette tradition donc, de la méditation transcendantale, c'est que ces états de conscience changeants sont supportés au niveau des fondations par une réalité de conscience qu'on appelle conscience pure. Pourquoi conscience pure? Parce que ce n'est pas la conscience engagée dans l'expérience du monde extérieur ou engagée dans l'expérience du rêve, c'est la conscience qui n'a qu'un seul objet, elle-même. Au fondement, il y a cette conscience consciente d'elle-même. Et elle supporte la réalité des autres états de conscience de la même manière qu'elle supporte aussi, au plan physique, notre physiologie. Dans la pratique, donc vous parliez de la différence électroencéphalographique qu'on avait au niveau des différents types de méditation, mais qu'est-ce qui fait que la méditation transcendantale est différente dans sa pratique elle d'elle-même? On se rend compte que quand on pratique, et pour avoir pratiqué d'autres techniques dans le passé, on n'a pas cette possibilité de vraiment aller à la source dans les techniques de concentration et autres. Dans la méditation, ce qu'on utilise pour ça, on utilise un son. Et ce qui fait la différence entre un son et puis, je sais pas, un mot, qui a un sens particulier, c'est que dans un son, dans les sons qui sont utilisés, les mantras, les sons qui sont utilisés, il n'y a pas de signification. Mm. N'ayant pas de signification, l'esprit n'a pas de possibilité de s'accrocher et de conjuguer et de créer d'autres significations. L'esprit va, ça lui fait comme une sorte de véhicule sans signification qui lui permet justement de flotter comme une feuille au gré du vent et de tomber, de descendre, de descendre, de descendre dans les niveaux les plus fins, les plus fins, les plus fins, les plus fins, les plus fins. On peut rajouter quelque chose au niveau, je dirais peut-être théorique, entre cette méditation transcendantale et les autres types de méditation, c'est que les autres types de méditation sont basés largement sur l'intelligence humaine. À savoir, on décide de se concentrer sur tel aspect de la physiologie ou de laisser flotter les pensées. C'est l'intelligence humaine qui est à la base de cette méditation. Pour la méditation transcendantale, on passe la main et on laisse faire l'intelligence de cette conscience pure qui organise notre physiologie, nos états de conscience et qui organise la réalité de la nature. Donc là, on lui passe la main. Pourquoi? Comme ça vient d'être dit, parce qu'on utilise un son très fin, très subtil, qui lui-même est très proche de la conscience pure. Donc, on fait confiance à l'intelligence de la nature. Et on voit que la technique de méditation transcendantale est tout à fait adéquate avec la réalité de cette conscience pure. Cette conscience pure qui se connaît elle-même naturellement, sans effort, qui est simple, elle est une. On va la retrouver dans cette pratique qui est simple, naturelle et sans effort.
Donc on passe la main à l'intelligence de la nature. Ok, donc en fait, la méditation permet de redonner de l'intelligence, remettre un mode de fonctionnement physiologique. Mais est-ce que c'est suffisant en fait? Là, vous abordez un point intéressant dans le cas de l'Ayurveda, c'est qu'en fait, c'est le remède numéro un, mais c'est le numéro un. Il y en a numéro deux, Mm. numéro trois, il y a plusieurs remèdes, hein. Il y a effectivement l'alimentation, hein. On peut avoir des conseils au niveau de l'alimentation, des conseils au niveau des plantes, des compléments alimentaires, au niveau du mode de vie. Quelqu'un qui se couche systématiquement à 1 heure du matin, peut-être on va réfléchir avec lui pour trouver une façon de retrouver un sommeil plus régulier, plus réparateur. L'aromathérapie Maharishi, plus d'une vingtaine de stratégies différentes. Et puis, il faut aussi considérer l'Ayurveda Maharishi comme accompagnant le système classique allopathique, hein. Quelqu'un qui est soigné, qui est suivi par son médecin, il est hors de question de dire à la personne, ben, vous pratiquez la méditation et tout ira bien, hein. Bien sûr que non, la personne va continuer à suivre son médecin, à utiliser ses remèdes, à prendre ses remèdes, et puis on pourra faire un accompagnement ayurvédique avec toutes les stratégies pour aider. Ce ne sont donc pas deux visions de la vie complètement opposées. Je veux dire, il n'y a pas la médecine allopathique et la méditation. Et puis, non, c'est des choses qui s'accompagnent en fait, qui sont complémentaires. Ce qui est fondamental, c'est la personne. Et tous les outils pour aider la personne sont Mm. bienvenus, hein, que ce soit la médecine allopathique avec ses diagnostics qui sont extraordinaires, avec des traitements qui sont indispensables pour certaines personnes. Et puis, tous les systèmes alternatifs, hein, les techniques de massage, les techniques de bain, voilà, il y a énormément de choses qui peuvent être vécues ensemble. Il ne faut pas opposer les systèmes de santé. Il faut vraiment, au contraire, essayer de travailler dans l'intelligence, de réunir tout ça pour que ce soit efficace pour la personne, hein. En fait, ça va dans le sens du courant actuel, qui est le courant de la médecine intégrative, où on intègre les différentes approches de la santé, on les intègre, on prend le meilleur de chacune pour, comme ça leur vient d'être dit, pour le bienfait de la personne. La méditation, donc on a bien compris, hein, vraiment un rempart, une moyen de protection par rapport à l'anxiété, un meilleur fonctionnement intégré de la physiologie, un meilleur fonctionnement au niveau cérébral. Mais il me semble que maintenant, la méditation transcendantale a été reconnue aux États-Unis par l'American Academy of Cardiology. Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu plus? Viennent d'être publiés dans la revue Circulation, qui est aux États-Unis la première revue cardiovasculaire, plus prestigieuse, les guidelines, c'est-à-dire les recommandations pour l'hypertension artérielle. Ces recommandations sont très nombreuses concernant le type d'hypertension, les chiffres, les valeurs, le rôle de telle ou telle hormone, etc. Et il y a une rubrique qui s'intitule Mode de vie. Donc, que peut-on faire au niveau du mode de vie pour contribuer au traitement ou prévenir l'hypertension artérielle? Et il est dit nommément que la méditation transcendantale est recommandée, vu les études scientifiques qui ont montré qu'elle a baissé les chiffres, notamment de la pression systolique. Il est dit aussi que cette méditation transcendantale est la seule des méditations qui est recommandée, parce que les autres études portant sur les autres types de méditation n'ont pas apporté un niveau de preuve suffisant. Cette technique a été pionnière dans le fait qu'elle a donné lieu à la première grande étude sur la méditation, sur les changements physiologiques de la méditation. En 1970, Dr. Keith Wallace. Auparavant, il y avait quelques chercheurs français, notamment dans les années 50-60, qui avaient enregistré un yogi, ou etc., ou étaient allés en Inde. Mais la première étude systématique date de 1970, qui a montré cet état hypométabolique de repos et d'éveil, en décrivant tous les paramètres dont on a parlé. Ensuite, très vite, cela a entraîné un engouement et dans les revues les plus prestigieuses, le Lancet et autres, ont été publiées des recherches qui actuellement avoisinent 800 recherches qui ont été faites sur la méditation transcendantale dans différents aspects physiologiques, comportementaux, psychologiques, environnementaux. Qu'en est-il des gens qui sont dans la créativité, dans la création, dans l'efficacité au travail? Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Qu'est-ce que ça peut leur apporter à toutes ces personnes-là? Une des qualités premières du silence, de la conscience, c'est la créativité.
De très nombreux artistes se sont appuyés sur cette pratique régulière de la méditation pour créer. Vous avez une préoccupation qui flotte comme ça dans votre esprit, de dire, tiens, je voudrais faire ci ou je voudrais faire ça. Et tout à coup, pop, 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 tu as toutes tes pensées qui arrivent, qui émergent, hein. La source commence à générer des pensées dans la direction de ce que vous avez souhaité. Et tout ça, ça se fait à un niveau très fin, très sensible, très, très intérieur. Et pour les artistes, c'est fabuleux. Et parfois, dans la méditation, ils ont de l'inspiration, mais on sait qu'il vaut mieux aller vérifier si c'est une bonne inspiration dans le quotidien. Et après, ils se mettent à peindre ou ils se mettent à chanter. Et vraiment, ils trouvent là un outil fabuleux pour leur créativité. Mais pour les gens qui sont en entreprise, en fait, on pourrait aussi trouver un intérêt, puisque moins de stress au niveau individuel, moins de stress au niveau collectif et peut-être plus d'efficacité dans l'action, du coup. Oui, ça a été démontré tout d'abord au niveau de la créativité. Ça a été vérifié expérimentalement dans le sens que on a étudié des sujets et mesuré leur niveau de cohérence des ondes cérébrales pendant la pratique de la méditation. Et ensuite, on leur a donné à réaliser des tests, notamment tests de pensée créatrice, Torrance, etc. Et on a pu voir que le niveau de créativité au test psychologique était corrélé au niveau de cohérence des ondes cérébrales. Il y a donc vraiment un lien entre la cohérence et la créativité. Comme ça a été dit, de nombreux artistes, et David Lynch sûrement en premier, ont tiré bénéfice de cela. Au niveau neurophysiologique, si on veut tenter une explication, pourquoi le fonctionnement, la cohérence des ondes cérébrales amène la créativité? Souvenez-vous qu'il y a deux hémisphères. On a longtemps dit, peut-être de manière excessive, l'hémisphère droit, c'est l'hémisphère de l'artiste, l'hémisphère gauche, l'hémisphère du scientifique. L'hémisphère droit a une pensée plus globale, l'hémisphère gauche est plus au niveau de la partie, l'hémisphère droit au niveau de la musique, c'est plus la mélodie, l'hémisphère gauche, c'est plus le rythme. Et on sent que ces deux hémisphères vont fonctionner ensemble. Il ne faut pas oublier qu'il y a un pont entre les deux, le pont porcaleux, et que l'information, donc, entre les deux hémisphères, si elle est intégrée, va favoriser la créativité. Dans les entreprises, l'intérêt aussi, non seulement c'est pour la créativité, mais c'est aussi pour le stress au travail. Et il y a plusieurs études qui ont été publiées qui montrent l'importance de la méditation transcendantale lorsque même on a été trop loin et qu'on est dans un état qu'on en appelle de burn-out, d'épuisement professionnel. Et on a pu voir, dans ma branche pour les médecins, il y a plusieurs études qui ont montré qu'en 3 mois, les symptômes de burn-out dans le groupe de médecins diminuaient significativement par rapport à un groupe témoin. Pour des personnes qui ont aussi un autre type de stress qui peut être très violent et qui peut se retrouver dans de très nombreuses situations, mais qui a été beaucoup décrit, par exemple dans l'armée, hein, le syndrome de stress post-traumatique, dont on sait qu'il est très invalidant au quotidien et pour la reprise de l'activité. Est-ce que ça aurait aussi un intérêt? Il y a plus d'une dizaine d'études, une quinzaine d'études, qui montrent l'efficacité pour le stress post-traumatique, notamment chez les militaires ou bien chez les réfugiés dans différentes guerres. On voit que les effets sont rapides, sont observés au bout de 3 mois en moyenne, avec parfois disparition de tous les effets du stress post-traumatique. Parce que dans le stress post-traumatique, on sait que le MDR est très efficace, mais particulièrement quand elle est débutée tôt par rapport au stress post-traumatique. Est-ce qu'un vétéran de guerre ou une personne, un migrant ou une personne ayant vécu un stress post-traumatique dans une situation banale, plus simple hein, au quotidien, qui arrive quelques mois ou quelques années après ce stress, est-ce que la méditation transcendantale aurait aussi une efficacité? Oui, 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 beaucoup d'études ont porté sur des vétérans et ont été mises en œuvre après de nombreux autres essais thérapeutiques, des mois, voire des années après. J'ai en mémoire le cas en France d'un légionnaire qui avait été dans une situation particulièrement traumatique et qui, pendant des mois, a essayé différentes techniques sans succès et qui finalement a montré une amélioration très nette. Il a écrit un livre d'ailleurs après l'apprentissage à méditation transcendantale. On avait évoqué l'idée la dernière fois que chacun puisse puisse avoir sa définition de la conscience. Alors c'était un petit jeu. On peut prendre juste une minute ou deux pour savoir s'il y a eu quelques personnes qui voudraient donner leur regard sur ce qu'on avait vu la dernière fois ou sur ce qu'ils ont senti eux ou ce qu'ils ont perçu de ce que c'était la conscience.
Franck avait déjà donné tout à l'heure sa définition. Tu peux nous la redonner, Franck? Oui, oui, oui. J'avais dit que ma conscience me permet d'exister et d'être. Et parce que je pense que, enfin, c'est ce que je ressens, cette notion d'existence, et le fait d'être établi dans le soi, c'est tout ça que je sens, quoi. Et sans ça, eh ben, on on n'est pas là. Ça inclut beaucoup de choses. Il y a une autre définition qui apparaît, c'est être conscient, c'est être témoin. Ouais, l'idée de témoignage, hein, c'est super. C'est super. Ouais, vous pouvez continuer à mettre comme ça vos petites idées. Et puis on va partager pour un autre, pour aller travailler sur, faire un petit peu de vocabulaire. Vous avez reconnu, je suppose, David Lynch, hein? David Lynch qui a partagé la méditation avec nous. David Lynch parlait beaucoup, beaucoup de la conscience et en parlait vraiment comme étant la source de toute sa créativité. Il a fait énormément de films et des films extraordinaires. Et donc pour lui, c'était vraiment l'élément clé de sa créativité. Alors, le petit tableau que je voulais vous montrer, c'est celui-ci. Un petit tableau pour faire un petit peu le point de ce qu'on avait vu la dernière fois avec les différents thèmes qu'on va aborder. Alors, il y a plein de noms en sanskrit, hein, qu'on reprendra à chaque fois on redéfinira. Les dhatus, on a vu les tissus du corps, les cycles de la vie, c'est les ritus, je n'ai pas remis le nom en sanskrit. Vata, Pitta, Kapha, donc ce sont vraiment les éléments fondamentaux qui permettent comment dire, le fonctionnement du corps. Et puis des éléments comme ça très essentiels comme le prana, l'agni, ojas, hein, prana, le souffle de vie, on reviendra dessus. Agni, tout ce qui est lié à la transformation, à la métabolisation. Et puis ojas, tout ce qui est lié à la, comment dire, à la douceur de la vie, ce qui va permettre de donner cette onctuosité à la vie, d'apporter un soutien formidable au système immunitaire. Enfin, voilà, on approfondira tout ça. S'il y a quoi que ce soit dans les termes qu'on emploie ou les mots sanscrits ou les concepts, n'hésitez pas à mettre dans le chat et puis en demandant des explications ou voilà, une explication plus profonde. Dans ce petit tableau, pourquoi? Pourquoi? Parce que on a parlé de la conscience dans la présentation et je vous ai fait une petite représentation avec les deux aspects de la conscience qui sont d'un côté le non manifesté, l'aspect non manifesté de la conscience et l'aspect manifesté de la conscience. L'aspect manifesté, on est habitué à voir, entendre, se déplacer, manger, réfléchir, enfin toutes les formes possibles et imaginables d'activité de l'humain, mais aussi de tous les règnes, animal, végétal, etc., etc. Et je vous ai mis en fond un arbre. Et si vous voyez bien, il y a un moment donné, on voit le dessus, enfin, ce qu'on voit réellement dans la vie quand on regarde un arbre, c'est-à-dire le tronc, les branches, les feuilles, etc. Et puis la partie cachée de l'arbre, c'est la racine. Et c'est une très belle analogie pour parler de la conscience, parce que ça montre l'aspect à la fois caché, secret, qui n'apparaît pas, hein, qui est au niveau de la racine, mais c'est grâce à cette racine que l'arbre peut exister. Donc on a là une belle analogie de l'idée que la conscience, c'est grâce à la conscience que tout peut exister. Donc dans la conscience, il y a deux aspects qu'on va considérer. Il y a l'aspect silence de la conscience. Alors ça porte des noms dont vous avez déjà entendu parler, hein, surtout dans notre culture, hein, l'être. Hein, on le retrouve chez les philosophes de l'Antiquité, on le retrouve aussi chez Jung, par exemple, ou chez d'autres euh, psychologues et psychanalystes. Et puis, on a aussi une notion très orientale qui est la notion du soi. Hein, ça, c'est pareil, c'est assez connu dans le domaine du yoga. Et puis là, j'ai mis un petit mot qu'on va peut-être utiliser ce soir, qui s'appelle le transcendant. Vous allez entendre parler du transcendant. Alors, transcendant, ND, c'est le gérondif de aller. Donc, c'est l'idée d'aller, aller, d'aller au-delà. Donc, ça s'appelle le transcendant, c'est un lieu qui est au-delà, au-delà de quoi? Ben, au-delà de ce que l'on peut percevoir au niveau de la pensée, au niveau des sentiments, au niveau des intuitions, au niveau des niveaux les plus profonds de nos perceptions intérieures. Et au-delà, c'est la source de cette pensée. Donc, on l'appelle la source de la pensée aussi, mais je verrai, je l'ai mis un petit peu plus haut. La source de toute la création, on pourrait l'appeler aussi. On l'appelle aussi la pure conscience, hein.
on pourrait dire, il y a l'aspect manifesté de la conscience, et puis il y a la pure conscience qui est pur silence, hein. Et que les scientifiques, alors il y a je dirais pas que les scientifiques pensent comme ça, mais ils ont fait évoluer la connaissance avec une notion dont Philippe parlera sûrement tout à l'heure, la notion de champ unifié, hein, le champ unifié de toutes les lois de la nature, hein. Donc c'est un concept qu'on trouve en physique et en physique quantique particulièrement, et qui trouve sa place dans ce niveau silencieux de la conscience qui semble être très proche de cette notion de pure conscience. Et puis, il y a l'aspect dynamique de la conscience, c'est-à-dire on est toujours dans l'aspect non manifesté, il n'y a pas de manifestation, mais dans cet aspect non manifesté, la conscience a la capacité de prendre conscience d'elle-même, et à partir du moment où elle prend conscience d'elle-même dans une dynamique infinie, illimitée, on obtient ce qu'on appelle le dynamisme de la conscience. C'est pareil, je pense on va sûrement élaborer un petit peu là-dessus. Pour ce niveau-là, on le qualifie aussi d'intelligence créatrice, hein, la dimension créatrice de l'intelligence. On en parle comme la source de la pensée, excusez la faute. Aussi, on en parle de façon un petit peu plus, enfin, côté physique quantique, d'un domaine de toute possibilité. À ce niveau-là, on trouve effectivement les notions qu'on va aborder dans le cours, prana, agni, ojas. On est encore dans quelque chose de non manifesté, mais c'est déjà là, potentiellement, hein. Et puis, bien sûr, on expliquera la relation entre ces éléments-là, prana, agni, ojas et vata, pitta et kapha. L'aspect non manifesté. Puis, on passe à l'aspect manifesté qui est, qui est lié aux éléments, hein. Tout à l'heure, ben, je n'ai pas noté, mais il y a l'aspect, à ce niveau-là, on a ce qu'on appelle l'intelligence des éléments, l'espace, l'air, le feu, l'eau et la terre, qu'on trouve dans tous les livres. Quand on parle de l'espace, l'eau et la terre dans les livres en Ayurveda, souvent on fait référence à ce niveau-là, le niveau manifesté, très souvent. Alors qu'en fait, dans l'Ayurveda Maharshi, quand on élabore ou quand on essaye de travailler ou de réfléchir sur sur ce plan-là, on parle d'intelligence, qui est à la base des éléments, hein. Donc, elles portent le même nom, mais on n'est pas sur le même plan. Et puis donc l'espace, l'air, le feu, l'eau et la terre, bah, c'est très concret pour nous, hein. Ça veut dire dans le corps, bah, c'est tous les, tous les creux, tous les éléments, tout ce qu'on trouve à l'intérieur des tubes, de nos tubes, tubes respiratoires, tubes digestifs, etc. Et puis dans les os, enfin partout, il y a énormément d'espace, partout dans le corps. Et puis il y a l'élément air, c'est-à-dire qu'on pourrait plutôt, il y a l'air en tant que air respiré, bien sûr, et puis il y a l'air en tant que mouvement, hein, c'est-à-dire tout ce qui va permettre le mouvement dans le corps. Le feu, bah, c'est tout ce qui est du domaine de la chimie, de la transformation, les hormones et tout ça. L'eau, bah, les liquides, bien sûr, et puis la terre, c'est tous les éléments solides du corps, pour ne parler que du corps. Voilà, et puis on s'en va vers les différents éléments du cours qu'on va aborder, Vata, Pitta, Kapha, les cycles de vie, l'alimentation et les tissus. Ici, j'ai noté sur le côté l'élément que j'ai marqué conscience. Pourquoi? Parce que très souvent, on a une représentation de la conscience en tant que source de toute chose, ok? Donc, ça, limite, avec l'intellect, on peut bien comprendre ça. Mais l'idée qui manque souvent, c'est que en fait, rien n'est hors de la conscience. C'est-à-dire qu'en fait, la conscience est là, partout présente, et puis les choses se passent à l'intérieur de la conscience. Alors c'est difficile de le représenter de façon en deux dimensions, mais on pourrait presque imaginer une sphère sans limite qui serait la sphère de la conscience, où tout se passerait à l'intérieur de ça. Toute la manifestation se passerait à l'intérieur. L'univers serait à l'intérieur, les galaxies seraient à l'intérieur, chaque on va dire, création, le règne végétal, animal, etc. Tout ça, ça serait à l'intérieur de. Voilà. Donc c'était juste pour situer un petit peu les choses et situer comment dire, tout ça dans le cours dans cette vision. Et puis, bien sûr, on va passer à la leçon de ce soir, au cours de ce soir, en lisant cette petite phrase de Maharishi. La santé parfaite est établie lorsque la conscience est durablement établie dans l'être. Alors pour ce faire, on a dit, la dernière fois, on a dit que un des éléments
des premiers remèdes de l'Ayurveda, c'est la méditation. Donc, on va parler, bien sûr, de méditation, parce que dans la Maharishi, ce que Maharishi a voulu transmettre, c'est non pas simplement la connaissance de la conscience et comprendre ce que c'est que la conscience, mais vivre et réaliser pleinement à l'intérieur de soi ce qu'est la conscience. Voilà. Alors, il y a une petite définition. Ce qui témoigne, oui, super, partout une est indivisible, partout une est divisible pour aller de là à là et passer par là et par un aimant hasard, j'y suis. C'est beau, magnifique. C'est très, très beau. Très profond et très poétique en même temps. La conscience, c'est la vie, ma conscience, c'est ma vie. Ouais. La conscience, je suis conscient, donc je suis. Ouais, beau. Poussière d'étoiles animée et créative. C'est magnifique, hein? La conscience est l'essence de la vie, c'est le fondement de l'existence, c'est l'aspect le plus subtil de notre être. Waouh! Super pouvoir, toutes les espèces ne l'ont peut-être pas. Ah, c'est intéressant ça. Il y aurait une discussion là-dessus. Peut-être on en parlera ce soir. En tous les cas, ce serait bien de revenir là-dessus. Moi, ça me parle beaucoup. Être conscient, pour moi, c'est pouvoir écouter son silence. Waouh! Beau. Être conscient, c'est être témoin, on l'a vu tout à l'heure. Merci, bravo. Ok, donc on va présenter. Alors, je présente un professeur qu'on n'avait pas peut-être pas présenté la dernière fois. C'est docteur et professeur Philippe Gallois, avec qui on a fait cet enregistrement sur le premier remède en Ayurveda. Philippe est un neurologue et a une connaissance extraordinaire, hein, fabuleuse connaissance. Et comme il est à la retraite, eh bien, on peut vraiment pleinement profiter de son temps pour recevoir sa connaissance. Et c'est formidable. OK, donc on va pouvoir passer la bande de ce soir, Jean-Yves, si tu veux bien. Bon, petite plongée dans le premier remède, ça va, ça s'intègre. Il y a une autre très belle définition de la conscience qui est apparue, hein. La conscience est l'état où tous nos capteurs sensoriels, physiques, psychiques ont une sensibilité ultime. Aucune information de quelconque type ou nature ne peut échapper, ne nous est imperceptible. Magnifique, hein? Bravo, hein? C'est magnifique tout ça. OK, alors peut-être on peut passer aux questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Docteur Philippe est avec nous et on peut répondre à toutes vos questions sur le premier remède, sur cette technique de méditation, sur la conscience, sur voilà, tout ce qui vous traverse l'esprit. On ne pouvait pas éviter ce sujet parce que c'est vraiment ce qui caractérise l'Ayurveda Maharishi. Il n'y a pas d'Ayurveda fondamentalement sans parler de la conscience, sans éveiller la conscience et sans moyen pour l'éveiller. Ah, ça, c'est le cadeau formidable qu'on a eu, hein, avec la connaissance que nous a transmis Maharishi. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Au niveau du traitement lui-même, comment on intègre ce concept de la conscience au niveau du traitement? Je donne voilà, je conseille telle routine ou telle plante, etc. Ça reste voilà, on peut considérer ça comme une recette s'il n'y a pas la conscience. Mais quand même, quand voilà, je le conseille à quelqu'un, comment, en dehors de la pratique de la méditation, voilà, qu'est-ce que fait enfin, qu'est-ce qu'est la conscience dans le traitement lui-même? Comment l'apercevoir, comment la sentir? Qu'est-ce que ça apporte de plus par rapport à une autre technique où il y a Ayurveda, où je donne aussi un conseil de dormir plus tôt, enfin avant 10 heures, etc. Je veux dire la même chose. Mhm. C'est intéressant comme question parce que, comme disait docteur Philippe tout à l'heure, l'idée c'est
quand on fait ce travail d'éveiller la conscience avec la méditation, en fait, c'est quelque chose qui est naturel, qui est automatique. La conscience s'éveille de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, et il n'y a pas quelque chose d'intellectuel à faire particulièrement, mais c'est juste le fait que la conscience soit plus éveillée, et plus la conscience est éveillée, plus elle est présente pour réordonner, et donc plus les compléments vont faire de l'effet, plus on va pouvoir faire les bons choix. On parlait d'autoréférence, c'est-à-dire plus on est clair, plus on a de potentialité, plus on a d'ouverture, plus on va sentir ce qui est juste et pas juste pour nous. Si on a un conseil pour dormir un peu plus tôt, ben, peut-être on aura plus la détermination pour le faire parce qu'on en ressent profondément le besoin. Donc, moins la conscience est éveillée, plus elle est obscurcie et moins les décisions sont faciles à prendre, moins les changements sont faciles à faire, alors qu'à l'inverse, plus c'est éveillé, plus les changements peuvent se faire facilement. Euh, Philippe, tu as, un angle, un point de vue là-dessus? Euh, on va tout simplement reprendre l'exemple du jardinier, hein. Le jardinier, effectivement, il va agir au niveau de la surface, il va aller greffer, il va aller pulvériser quelques substances sur les feuilles, etc. Mais s'il oublie d'arroser la racine, ça ne marchera pas très bien, hein. Il y a cette approche qui est, on va dire un mot peut-être un peu galvaudé, holistique, qui agit au niveau de l'eau, au niveau de la racine, qui agit sur la totalité et de manière unifiée pour tous les aspects manifestés. Il y a la diversité manifestée et il y a la source au niveau de la racine. Et quand on agit au niveau de l'unité, finalement, on agit au niveau de la diversité en surface. Donc, c'est vraiment potentialiser tout ce que l'on peut faire au niveau des approches de soins dont parle Dominique, au niveau des massages, des principes des herbes, de l'aromathérapie. En même temps, on arrose la racine. On agit au niveau de l'essence, de ce qui est essentiel. Parce que la conscience, comme ça a été dit, c'est ce qui va structurer le niveau manifesté, c'est-à-dire le corps, la physiologie, et aussi la psychologie, le fonctionnement de l'esprit, ce qu'on a comme pensée. Ces deux réalités, elles viennent de quelque chose d'unifié à la base, à la racine, qui est la conscience. Et ça, c'est vraiment la notion fondamentale de l'Ayurveda Maharishi. C'est toute la richesse, la spécificité de l'Ayurveda avec cette connaissance de l'essence des choses, de l'origine, de la racine, de la conscience. Merci Philippe, c'est très éclairant. Il y a une petite question enfin, il y a plusieurs questions qui sont apparues là. Il y en a une qui est passionnante là. Les plantes médicinales sont préparées avec un soin particulier, avec la conscience éveillée des préparateurs. Alors ça, je me souviens d'avoir visité dans les années, il y a pas mal d'années, l'endroit où on fait les préparations en Inde. Et puis, j'avais à l'esprit, donc on a visité l'entreprise, tout ça, on a eu différentes réunions avec les responsables de la production, et ils nous expliquaient par exemple que toutes les plantes étaient biologiques et que systématiquement, on le voyait, d'ailleurs, ils le faisaient on était là, on se promenait, et de temps en temps on les voyait aller prendre dans les baluchons de plantes, là, puis ils prenaient une poignée, puis ici et là, puis ils emmenaient ça au laboratoire. C'était testé systématiquement. Et je me souviens qu'ils avaient une règle extrêmement ferme sur le sujet, c'est à savoir que si quelqu'un, une fois, apportait des plantes qui contenaient des herbicides ou des pesticides ou quoi, il n'avait pas la possibilité ultérieurement de fournir le laboratoire, enfin l'entreprise. Donc c'était vraiment une règle extrêmement stricte et qui était bien respectée a priori. Et puis alors moi ce qui m'intéressait c'est quand on parle de la conscience, tout à l'heure on a parlé de la conscience, on a parlé du dynamisme de la conscience, l'aspect vibrant de la conscience, hein. Et cet aspect, Philippe pourrait nous en parler longuement parce qu'il est vraiment spécialisé dans le domaine. Cet aspect vibrant, c'est le son. C'est comme un son silencieux, hein, une vibration silencieuse, un son silencieux qui est à ce niveau-là et qui est sous-jacent à la création, à ce qui va se passer à l'apparition de nos pensées, de nos intuitions, tout ça, et à la formation, le fonctionnement du corps et tout. Et il existe des sons spécifiques pour les plantes,
pour éveiller, ce qu'on appelle éveiller et donner le plein potentiel de la plante. Alors, bien sûr, à un moment donné, on était en réunion, puis j'étais pas loin du directeur de l'usine, puis je lui dis, est-ce que vous avez le mantra, le son pour. Alors il me dit, bah, venez, venez, venez avec moi. Alors on se retrouve dans son bureau, et puis qu'est-ce que je vois dans son bureau, affiché juste devant son bureau, le fameux mantra, hein, d'éveil des plantes, hein, au Shadi, etc. Et puis il me dit, comme je lisais un petit peu en sanskrit, enfin, je bredouillais un peu en sanskrit, et puis il me voyait que, voilà, il me dit, bah, je vous laisse lire, et puis il retournait voir le groupe. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de la voir. Alors, il y avait la secrétaire à côté, et je lui dis, ça serait possible de me faire une photocopie? Et donc, j'ai récupéré le fameux mantra en question. Et il m'a expliqué après que systématiquement, quand ils font les préparations, intérieurement, à un niveau extrêmement profond, ils récitent ce mantra qui a cette faculté d'éveiller la conscience des plantes. Donc, ça répond un peu à la question d'Isabelle et à l'intervention de Marie-Armelle. Tu veux dire quelques mots là-dessus, Philippe, sur les fameux sons de la conscience, enfin, l'aspect sonore, vibratoire de la conscience? Ah, on n'a pas ton micro, Philippe. On a dit tout à l'heure que la conscience, et ça a été repris dans les définitions de la conscience, c'était silence, c'était la potentialité de faire l'expérience de son propre silence. La conscience pure, elle est silence. Mais elle n'est pas que silence, elle est l'unité du silence et du dynamisme. Les deux opposés sont profondément unifiés. Ça, c'est la réalité la plus fondamentale, celle qui est véritablement notre être au niveau le plus profond. Et cette conjonction du silence et du dynamisme, vraisemblablement, est à l'origine de ce qu'on peut appeler la conscience elle-même, Chit, cette réalité de conscience. Et cette conscience, si elle est consciente, elle est d'abord consciente d'elle-même. Au niveau non manifesté, au niveau le plus profond, elle est consciente de sa propre réalité. Et à ce moment-là, le dynamisme s'exprime. Et ce dynamisme, quand il y a dynamisme, il y a son. Et des sons vont apparaître dans ce silence, non manifesté tout d'abord. Et ces sons vont constituer ce que l'on appelle les textes fondamentaux de la littérature védique, le Veda, Ved qui veut dire la racine connaissance. C'est d'abord des sons, et des sons qui sont extrêmement signifiants, qui sont porteurs d'intelligence, de capacité de structuration et d'organisme, et qui sont quasiment le plan de la création. Le plan tout d'abord de notre propre corps et de notre propre physiologie, mais aussi le plan de l'univers. Toute cette diversité émerge de l'unité, et cette unité se transforme en diversité par le biais de ces sons, de ces sons qui sont de plus en plus structurés, de plus en plus manifestes, et qui finalement vont donner la matière vivante, la matière élémentaire, mais aussi la matière vivante. Et il y a un travail remarquable qui sera peut-être traité plus tard, qui est celui de voir qu'en fait, notre propre corps, c'est simplement les sons du Veda, que notre corps est constitué des sons les plus fondamentaux de la nature. C'est une intuition qu'on trouve dans d'autres cultures. Je me souviens une fois à Istanbul, je visitais le musée de Topkapı, et il y avait la chemise du sultan. Et cette chemise, elle était complètement recouverte de symboles, de signes, de sons, pour protéger le sultan. Il y avait cette notion que plus fin, plus profond, plus efficient que la réalité matérielle, il y a le son. Des sons profondément signifiants et intelligents, parce que venant juste d'émerger de la racine, liés au fait que la conscience se connaît elle-même. Et ces sons vont se structurer, la nature est structurée en couches, vont être de plus en plus manifestés, et finalement, ces sons vont produire une physiologie capable de s'écouter elle-même, capable d'écouter ses propres sons, et de produire ses propres sons. Toutes ces familles indiennes, les pandites, qui ont un système bucophonatoire capable de donner une traduction dans notre bande de fréquences auditives de ces sons de la nature, de ces mantras de la nature. Et c'est pour ça que ces sons sont fondamentaux, parce qu'ils nous structurent, ils structurent l'univers, et ils peuvent avoir ce pouvoir de rééquilibrer. Et il y a toute une branche de la thérapeutique ayurvédique, on va utiliser ces sons de la nature pour permettre de réparer et d'harmoniser.
Excellent, hein. Ça me renvoie à quelque chose que j'avais étudié il y a très très longtemps quand en étudiant travaillant un petit peu sur le sanskrit. C'était l'idée que la première médecine, le premier niveau de la médecine était une médecine vibratoire, une médecine de son. Hein, les chants, les récitations étaient les remèdes des premiers temps de l'Ayurveda. Hein. Bien avant qu'on utilise les plantes et tout ça, on a d'abord utilisé les sons et les mantras pour soigner, pour guérir. Alors, je ne connais pas la méditation transcendantale, nous dit Jyoti. Allons-nous la pratiquer ici ou bien une vidéo de démonstration en guidance? Ah, c'est une bonne question. Effectivement, la méditation transcendantale, c'est quelque chose qui s'apprend, hein. C'est une technique basée on a vu sur la pratique particulière des mantras. Et il y a des professeurs, là, je vois Isabelle en haut de l'écran, là, par exemple. Et il y a des professeurs parmi nous, là, je pense qu'il y a un certain nombre de professeurs. Donc vous pouvez aller sur le site Méditation Transcendantale, site officiel, bien précisé, site officiel. Et là, vous allez trouver dans votre région des professeurs qui vont vous faire une conférence, vous présenter la méditation transcendantale et vous permettre d'apprendre si vous le souhaitez. Hein. Alors, que j'avais vu d'autres choses. Alors, il y a une question, une jolie question, Philippe, hein. Peut-on parler du soma, lien entre conscience et santé? Hein, on a parlé d'Ojas tout à l'heure dans la petite présentation, et là, quelqu'un nous parle de soma. Est-ce qu'on va rentrer dans le sujet? Oui, parce que c'est aussi une expérience qu'on peut avoir avec la pratique de la méditation. Moi, ce que je peux dire du soma, on définit le soma comme étant ce qu'on appelle, Maharishi appelle ça la glu de l'univers. C'est cet élément très subtil qui est à la fois conscience, non manifestée, et l'émergence de la manifestation. C'est vraiment ce trait d'union entre non manifesté et manifesté, entre ce qui est potentiel et ce qui va devenir créé, actif, comment dire, dynamique et vivant. Et ça, c'est vraiment soma. Et soma, quand dans la méditation, parfois on peut avoir dans une méditation profonde, ou des fois dans un grand groupe, moi ça m'est arrivé à plusieurs reprises, on a cette sensation de d'écoulement dans la gorge, comme si quelque chose s'écoulait dans la gorge et qui est très très doux, alors qu'on n'est pas en train de déglutir, c'est juste un écoulement extrêmement doux qui peut aussi être perçu en termes intérieurs comme quelque chose d'orangé, très très joli. Ça s'appelle le soma. Voilà. Donc ça répond un peu à la question. Tu veux ajouter quelque chose là-dessus, Philippe, sur le soma? Donc, je crois que tu en as très bien parlé et je crois que tu seras aussi amené à parler de Ojas, qu'on rapproche souvent de soma dans la physiologie, plus spécifique à la physiologie. En fait, le soma, la colle de l'univers, ça nous rappelle que la, la- la philosophie de- du monde, cette vision du monde qui est en rapport avec le Veda et le Vedanta, avec la tradition du Veda, c'est l'unité. Et c'est cette unité va donner naissance à la diversité. Mais il faut que cette diversité, elle ne perde pas cette notion de l'unité. Et ça, on a très vite fait, notamment avec l'intellect, on reparlera sûrement de ça, une des grandes causes des déséquilibres, qui est l'erreur de l'intellect, de trop diviser et de séparer. Et le soma nous rappelle qu'il y a que la nature a fourni cette colle pour coller les morceaux en surface et qu'ils ne soient pas séparés de l'unité de la conscience. Alors, question, sommes-nous conscients de ces sons? Ah, voilà une bonne question. Bah, avec une bonne pratique, une longue pratique, lorsqu'il n'y a plus aucun stress et que le système nerveux est parfaitement raffiné, dans des états de conscience élevés, effectivement, il y a la possibilité d'accéder à ces sons. Bon. Donc, il y a à la base, on appelle les rishis, c'est-à-dire ces voyants qui ont, comment dire, qui sont rentrés dans des méditations extrêmement profondes, ont perçu ces sons, hein, qui sont en fait, comme disait Philippe tout à l'heure, qui sont la structure même de la conscience, hein, la grammaire, moi j'aime bien ce nom, la grammaire de la conscience, hein, qui va permettre de construire le langage, le langage exprimé, hein, que c'est la grammaire sous-jacente, hein. Donc ces sons sont accessibles pour une conscience extrêmement éveillée, avec un grand, grand raffinement et avec
un peu de pratique quand même, hein. Il faut bien l'avouer. Alors, comment la conscience éveillée influence-t-elle les choix des plantes, compléments et routines alimentaires? Ben, on a cette idée quand même que plus la conscience est éveillée, d'ailleurs, ben, c'est pas compliqué, hein. Dans la Charaka, c'est-à-dire les textes, un des grands textes de référence de l'Ayurveda, il est dit clairement que le praticien, le Védia, le médecin ayurvédique, doit être en conscience d'unité. Voilà, c'est simple, c'est dit. Il doit être en conscience d'unité parce que sa conscience étant totalement éveillée, chaque pensée, chaque action, chaque recommandation, chaque conseil sera parfaitement en accord avec les lois de la nature, parfaitement en accord avec la conscience, et il n'y a pas d'erreur possible à ce niveau-là. Ça, c'est la réponse théorique de la Charaka. Alors, les sons sont des signaux acoustiques. Certains sons, les mantras, ont des vertus. Certaines musiques ont des vertus sur le psyché. Je suppose que tous les types de signaux peuvent avoir des vertus. Signaux lumineux, luminothérapie, certaines couleurs pour équilibrer les doshas, bleu pour réguler pitta par exemple. Signaux mécaniques, massage, signaux olfactifs, aromathérapie, signaux électriques, magnétiques, signaux gustatifs avec le goût des plantes. Moi, j'aime beaucoup cette idée, hein. C'est vraiment, c'est très intéressant parce que ça va bien dans le sens de ce que vient de dire Philippe, c'est cette idée d'unité où tous les outils de perception, les différents sens et tout ça ne fonctionne comme un seul homme. D'ailleurs, Maharishi a une belle phrase par rapport à ça. Il dit, les sens, hein, tout ce qui va nous permettre de connaître le monde, d'expérimenter le monde, sont les petites mains de la conscience. Hein, les petites mains de la conscience. C'est-à-dire que hein, la vue, hein, les fluctuations les ondes qui sont perçues par le système visuel, hein, donc vont permettre d'expérimenter le monde d'un certain point de vue, les sons d'un autre point de vue, etc. Hein. Il y a vraiment cette idée d'unité dans tout cela. Les plantes sont utilisées pour leurs propriétés vibratoires, non et mantra, mais aussi pour leurs propriétés pharmacologiques. Par exemple, curcuma longa, un de ses mantras est Haridra, mais un de ses constituants est la curcumine, polyphénol, très anti-inflammatoire. Oui, bien sûr, hein, bien sûr. Mais c'est vrai. Et Maharishi disait justement que le travail des plantes, des synergies en Ayurveda, c'était vraiment fait en sorte que la, comment dire, la totalité soit pleinement éveillée. Ah, il parlait beaucoup de l'éveil, beaucoup moins de l'aspect cellulaire, enfin moléculaire, mais beaucoup plus de l'aspect vibratoire, de l'aspect conscience de la plante, beaucoup plus, hein. Mais tu as raison, Anne-Kate, effectivement, on ne peut pas renier le fait qu'il y ait une incidence au niveau moléculaire, bien sûr, hein. Mm. Voilà. Ben, ma foi, on a vu pour l'instant toutes les questions. Est-ce qu'il y en a d'autres ou des personnes qui voudraient intervenir ou je sais Il y comment. a, il y a une deuxième partie sur les recherches, Ah oui, c'est vrai, une c'est deuxième il y a vidéo à passer. Et il y aura peut-être encore d'autres questions d'autres questions. après. Ah oui, oui, super. Bien, bien pensé, Anne-Marie. Pas d'autres questions, hein? Bien. À moins qu'il y ait quelqu'un qui veut intervenir, qui veut en parler un petit peu, qui veut parler de sa propre expérience. Est-ce qu'il y a des personnes, par exemple, qui ont remarqué des changements dans leur vie avec la pratique de la méditation? Parce que je sais qu'il y a des gens qui pratiquent hein, dans le groupe. J'ai vu qu'il y a Jemga qui a levé la main peut-être. Ah, je ne vois pas. Alors, Jemga, tu peux prendre la parole? Je sais pas, ça marche là? On Oui, m'entend? très bien, très Très bien. bien. Non, moi, c'était pas par rapport à la méditation, c'était simplement sur les conseils que vous avez donnés la semaine dernière sur l'eau chaude. J'ai repris de l'eau chaude, la faire bouillir et la consommer quand elle refroidit. Et en une semaine, alors, je suis peut-être préparé à cet effet, mais en une semaine, je me sens vraiment mieux. Et c'était Hmm.
Hmm. Simple. C'est un Donc, remède magique, l'eau chaude. oui, je consomme moins de café Ah, et je comprends effectivement le rôle du café chaud, ce qu'on recherche, mais qui est plein de toxines en fait. Et hmm, avec l'eau chaude, enfin pour moi, c'est vraiment efficace. Alors ce n'est hmm. qu'un début. Continuons le combat. Voilà. Et oui, bien sûr. Il faut continuer le combat, mais ouais, c'est très beau. L'eau chaude est vraiment un super remède à faire en forme de cure. Il ne faut pas le faire ça comme ça pendant 2 ou 3 ans ou 4 ans, comme certaines personnes ont pu faire. Mais effectivement, tout de suite, on verra justement quand on va parler du feu digestif et tout ça, l'intérêt que représente l'eau chaude dans le traitement de l'indigestion, dans le traitement de l'élimination des impuretés du corps et tout ça, hein. Excellent. Véronique, je crois, a levé la main. Ouais. Mhm. Merci Dominique. Tu proposais qu'on partage une expérience que nous apporte la méditation transcendantale, Ouais. puisque Non. ici, il y a des gens qui ne la pratiquent pas. Eh Oui. bien, puisqu'on parlait des traumas et des stress post-traumatiques, il y a 1 an et 4 mois, j'ai eu un très grave accident de voiture. J'ai été percutée sur l'autoroute à 180 à l'heure. Et en fait, j'ai eu un trauma crânien. Et en fait, ce que m'apporte la méditation transcendantale, c'est de prendre les choses telles qu'elles sont, d'avoir eu beaucoup de repos pour me remettre et retrouver mes capacités physiques et cognitives. Et c'est ça, j'ai eu le soutien de la nature de ne pas être morte. C'est ça que m'a apporté la méditation transcendantale. J'aurais dû être morte et je ne l'étais pas. Et bien que j'ai eu un très gros choc, j'ai pas pu faire les asanas quand même les premiers mois. Je l'ai pas pu. Mais je n'ai pas du tout lâché le pranayama, l'AMT, les sutras, les techniques avancées. Et par conséquent, c'est ça qui m'aide à accueillir ce qui est tel que c'est. Et je vois que le plan, grâce à Maharishi, le plan de la vie est tout à fait parfait. Et je pense que c'était une, une, ça a permis d'évacuer un énorme karma. Voilà ce que m'a apporté la méditation transcendantale. Merci hein, pour ce très touchant témoignage, Véronique. Ouais. Très touchant. Et puis Bon. par rapport à Soma et Ojas, on en parlait grâce à Isabelle, notre professeure Isabelle Sommer, qui nous a mis une magnifique bande de Maharishi, puisque chaque matin et chaque soir sur NTCL, les cours en ligne, on peut avoir un professeur qui nous accompagne. Et euh, dans l'expérience que je fais, Soma, c'est sur le plan de l'absolu, et Ojas, c'est cette euh, essence subtile sur le plan physique, sur le plan relatif. Voilà comment je fais l'expérience de... Pour moi, Ojas et Soma, c'est pareil sur 2 plans différents. Et j'ai pas encore eu cet écoulement dans la gorge dont parlait Philippe, mais en tout cas, j'ai goûté sur le plan de l'absolu, dans la matière, Soma. Voilà. Le bonheur que procure Soma et Mhm. Ojas. Mhm. Grand, grand merci, Véronique. C'est très beau ton témoignage. C'est très, très beau. Accueillir ce qui est tel que c'est. C'est joli, merci. C'est bien ce qu'il dit. Réchauffer l'eau et laisser refroidir. Donc pas chaude. Comment en prendre? Alors, quand on fait une cure de chaude, c'est techniquement, on en reparlera plus tard, mais c'est vraiment faire bouillir l'eau. Normalement, on dit 5 minutes pour Vata, 10 minutes pour Pitta, 15 minutes pour Kapha. Et dans la cure de chaude, on la boit bien chaud, bien bien chaud. On ne laisse pas refroidir, on met dans un thermos et puis on boit des petites gorgées. Normalement, toutes les demi-heures, on boit quelques gorgées. Il ne faut pas boire des grandes quantités, des petites gorgées régulièrement. Ça, c'était pour l'aspect pratique de l'eau chaude. Pourquoi n'arrive-t-on pas à vendre la méditation par rapport aux recherches? Tu
Tu veux répondre à cela, Philippe? Pourquoi n'arrive-t-on pas à vendre la méditation par rapport aux recherches? Donc, comment je comprends cette question? Comment se fait-il que la méditation ne soit pas plus répandue, diffusée, quand on voit qu'il y a un support scientifique et une validation scientifique? Peut-être parce que la méditation amène une vision du monde qui est peut-être très différente de la vision qui est la plus diffusée dans notre monde moderne. Notre monde moderne est un monde qui ne voit que un hémisphère, qui ne voit que la moitié de la réalité, c'est-à-dire la réalité manifestée. On s'attache à ce que l'on voit autour de nous par nos sens, l'organe des sens. On se juge par rapport à l'apparence, par rapport à certains critères, qui sont uniquement des critères du monde manifesté. Et on a oublié qu'il y a un autre hémisphère sous-jacent, silencieux, dynamique, qui est celui de la conscience. Et donc, la tendance actuelle est une tendance plutôt matérialiste. Au niveau de la science, les choses bougent beaucoup, évoluent beaucoup, de par la science elle-même, qui amène de plus en plus à devoir prendre en compte l'unité. Mais il y a quand même un fond en neurosciences, la majorité des scientifiques sont encore matérialistes et pensent que la conscience émerge de la matière, que le paradigme vrai, c'est celui-là. Le cerveau, la complexité des neurones, produit la conscience, qui est parfois simplement un épiphénomène qui n'a aucun effet actif. C'est simplement quelque chose une espèce de rayonnement qui n'est pas utile. La vraie réalité, c'est le jeu, la complexité du jeu, de la combinaison des neurones. Et donc la vision est matérialiste, et là, on nous parle d'un seul coup de l'autre partie, en disant qu'elle est plus essentielle. Le paradigme change. C'est aussi dramatique que ce qu'a fait Copernic. Ce n'est pas le Soleil qui tourne autour de la Terre qui tourne autour, le Soleil qui tourne autour de la Terre, c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Et là, on nous dit, ce n'est pas la réalité manifestée qui est première, ce qui est premier, c'est la conscience. Cette réalité que l'on ne peut pas voir, que l'on ne peut pas toucher, que l'on ne peut pas entendre, en fait, si, mais que l'on pense ne pas pouvoir entendre, simplement que l'on peut percevoir lorsque on laisse le système se calmer et lorsqu'on laisse l'esprit aller vers la source des pensées, vers cet océan. On quitte le domaine des vagues et on plonge vers la profondeur de l'océan pour en apprécier le silence. À ce moment-là, on perçoit qu'il y a une autre réalité, qu'il n'y a pas qu'une réalité manifestée et matérielle. Alors qu'en fait, on perçoit bien cette pure conscience, on la perçoit sous la forme de la diversité, sous la forme de la manifestation. C'est ce que nos sens nous enseignent au niveau de notre corps et du monde. Tout cela, c'est la conscience. Mais la conscience sous un autre aspect, la conscience qui s'exprime au niveau de l'espace et du temps et au niveau de la diversité. Donc il y a un paradigme qui est celui de la conscience, qui est quand même différent, qui est même révolutionnaire par rapport au paradigme de la matière. Et actuellement, les choses changent beaucoup, de par la science elle-même, qui oblige à considérer cette réalité de l'unité sous-jacente. Donc, comme ça que je l'analyse, hein, c'est une question, c'est deux paradigmes qui s'affrontent, c'est-à-dire deux conceptions du monde, deux conceptions de la réalité, et celui-là, alors qu'il est extrêmement ancien, qui nous vient de la tradition védique, et semble, d'après l'expérience, le paradigme vrai et authentique. Merci Philippe. Oui, je ne veux pas prendre trop de temps, puisque tu nous invitais un petit peu à parler des expériences. Alors, simplement, je voudrais évoquer, j'ai appris la méditation transcendantale, ça fait très longtemps avec mon frère, et nous étions finalement toujours dans les vagues. C'est-à-dire la différence entre lorsqu'on a appris la méditation, on a expérimenté les profondeurs de l'océan, mais jusque-là, eh bien, on était toujours dans les vagues, on avait une quête spirituelle très, très de, comment dire, de technique en technique, des asanas de yoga, etc. Bon, lire Ramakrishna, Krishnamurti et d'autres, Yogananda, etc. Ça nous donnait de plus en plus soif, mais finalement, c'était terrible parce qu'on ne savait pas comment faire. Et puis lorsque finalement, ben c'est mon frère qui en premier a fait l'expérience,
j'ai tout de suite vu dans son regard que sa vie avait changé et qu'il avait trouvé. C'est-à-dire par l'expérience de la méditation transcendantale. Donc, on a appris peu de temps, j'ai appris peu de temps après lui. Et donc là, on était complètement, ça a fait plouf, si je puis dire. On avait quitté les vagues de la recherche pour finalement expérimenter la profondeur de l'océan instantanément, et ça avait changé radicalement toute notre vie. Voilà, ça c'est pour les personnes qui ne savent peut-être, enfin que ça peut, je veux dire, suggérer, ils peuvent se retrouver peut-être quelque part là-dedans, passer des vagues dans l'océan, et c'est ce qu'on fait en fait matin et soir, on passe des vagues dans l'océan, activité, repos, activité, repos, et l'un s'intègre dans l'autre. Voilà, merci. Merci beaucoup pour ton témoignage, Claudette. C'est très parlant. Très, très parlant. Bien. Alors, donc, on n'a pas d'autres questions, donc c'est très bien. On va, la prochaine fois, donc là, on était vraiment dans le socle hein, de l'Ayurveda Maharishi, en parlant de la conscience, en parlant du premier remède et tout ça. La prochaine fois, on va rentrer un petit peu dans les notions fondamentales de l'Ayurveda en parlant de Vata, Pitta, Kapha, comment émerge Vata, Pitta, Kapha à partir de la conscience, et puis qu'est-ce que ça donne dans la physiologie, qu'est-ce que ça donne dans l'univers, tout ça. Donc, on fait confiance à Jeanne qui va questionner, comme elle sait le faire brillamment, sur la notion de Vata Pitta Kapha, et ça sera le thème du prochain cours, du prochain cours. Euh, alors peut-être la dernière fois, on s'était donné comme petite chose pour jouer, pour se faire plaisir et pour voilà, poser un petit peu l'attention sur le sujet. On avait parlé de la conscience. Là, peut-être ce qu'on peut faire, c'est voir ce qui vous a marqué le plus dans cette séance. Hein, juste retenir et puis noter dans un coin comme ça ce qui vous a marqué le plus, puis on en parle la prochaine fois, puis on voit en quoi ça vous a marqué. Enfin voilà, ça peut être un petit exercice sympathique. Ok. Alors sur ce, ben, on souhaite à tout le monde une très belle nuit, une belle plongée dans le silence du sommeil. Et puis on se retrouve donc mercredi prochain.